Je m'appelle Claire, j'ai 45 ans, et si vous m'aviez vu il y a encore 2 ans, vous m'auriez sûrement envié. Une maison claire et spacieuse près du port de Lorient, 2 enfants déjà grands qui réussissaient leurs études, un mari avec qui je partageais 20 ans de vie commune, et un travail stable dans une agence d'assurance. De l'extérieur, tout semblait paisible. Mais vous savez, le verre ronge parfois le fruit de l'intérieur sans que personne ne le voie. Ce soir-là, c'était un vendredi pluvieux comme seule la Bretagne sait en offrir. J'étais rentrée plus tôt du bureau pour préparer un dîner que je voulais chaleureux, un gratin de fruits de mer dont Marc, mon mari, raffolait. En rangeant les courses, j'avais remarqué que son ordinateur portable était resté sur la table du salon. Un fait anodin, jusqu'à ce que l'écran s'allume, révélant une notification de message. J'ignore encore pourquoi j'ai approché mes yeux de l'écran. Peut-être une intuition. Peut-être cette sensation froide dans le ventre que l'on ressent avant un orage. Les mots sont apparus nets, mon amour, plus que quelques semaines et on sera enfin libre. Mon cœur a battu plus vite. J'ai ouvert la conversation. Des dizaines de messages, tendres, brûlants, précis. Son interlocutrice parlait de projets de voyage, d'emménagement, et de mettre en place les papiers dès que possible. Je n'ai pas pleuré. Pas sur le moment. J'ai simplement senti que quelque chose en moi s'effondrait, comme si un pilier de ma vie venait de céder. Les bruits de la pluie sur les vitres sont devenus plus lourds, plus sombres. J'ai refermé l'ordinateur, lentement, comme on range une arme après l'avoir examinée. Et j'ai continué à éplucher mes pommes de terre. Marc est rentré vers 20h, trempé, souriant, m'embrassant sur la joue comme toujours. Il a plaisanté sur la météo, m'a raconté une anecdote de bureau. J'ai hoché la tête, posé le plat sur la table, servi le vin. J'étais déjà en train de mettre en place une façade, ce masque qui cache la tempête intérieure. Je savais que crier ou l'accuser sur le moment ne ferait que lui offrir le contrôle de la situation. Le repas s'est déroulé comme d'habitude. Mes mains étaient calmes, mais dans ma tête, je notais tout. Les horaires, ces changements récents d'habitude, ces absences du week-end pour des réunions. Je repensais à toutes les fois où il avait évité mon regard en rentrant tard, à ses coups de téléphone pris dans le jardin, sous prétexte que le réseau était meilleur dehors. Quand il est parti se doucher après le dîner, je suis allée dans notre chambre, et ouvert discrètement sa mallette. Les documents qu'il avait glissés dedans confirmaient ce que je redoutais, un rendez-vous avec un notaire, fixé dans moins de 15 jours. Mon nom y apparaissait, ainsi que des termes froids, régime matrimonial, partage des biens, demande de divorce. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Allongé dans le noir, j'entendais sa respiration régulière, et je pensais, il prépare ma chute. Mais il ignore que j'ai déjà vu la carte qu'il s'apprête à abattre. Le lendemain, je suis allé travailler comme si de rien n'était. Mais chaque sourire que j'offrais à mes collègues, chaque signature sur un contrat, n'était qu'un voile. Au fond de moi, une détermination glaciale se formait. S'il voulait me trahir ainsi, il découvrirait que je ne suis pas une proie facile. Pour l'instant, il fallait observer. Ramasser chaque morceau de vérité, les ranger soigneusement. Comme dans mon métier, où l'on constitue un dossier avant de le présenter à l'assureur, je voulais que mon dossier, à moi, soit complet, irréfutable. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur la rade, j'ai regardé la lumière se refléter sur l'eau. Une phrase m'est venue à l'esprit, claire et dure, la trahison est une tempête. Mais parfois, c'est elle qui vous apprend à naviguer. Et vous, avez-vous déjà découvert, en silence, que la personne qui partage votre vie prépare votre chute? Avez-vous déjà ressenti cette brûlure froide, cette envie de tout casser, mais aussi cette lucidité qui vous pousse à attendre le moment juste? Racontez-le-moi. Peut-être qu'ensemble, nous comprendrons pourquoi certaines tempêtes valent la peine d'être traversées. Les jours suivants, j'ai appris à vivre dans une étrange double vie. À l'extérieur, je restais la même Claire, ponctuelle, efficace, polie. À l'intérieur, chaque minute était consacrée à comprendre l'ampleur de ce que Marc préparait. Je savais que pour agir, il me fallait des preuves solides. En France, dans une procédure de divorce, l'adultère reste une faute pouvant avoir un impact sur le partage des biens ou sur la prestation compensatoire. Alors, j'ai commencé à enquêter. Pas comme une épouse blessée, mais comme une enquêtrice patiente. Chaque soir, lorsque Marc allait faire un tour pour décompresser de la journée, je notais l'heure de départ et celle du retour. Je repérais les trajets sur l'application de suivi de nos comptes bancaires communs, restaurants,
hôtel, achats personnels qui n'avaient rien à voir avec notre vie de couple. Un jeudi, il m'a dit qu'il devait dîner avec un client important à Vannes. J'ai hoché la tête, comme si cela m'était indifférent. Mais dès qu'il a quitté la maison, j'ai pris ma voiture. Je connaissais trop bien ses habitudes pour croire à son mensonge. Il faisait froid et humide, un de ces soirs où l'air sent le sel et la pluie. J'ai suivi discrètement sa voiture jusqu'à un petit hôtel-restaurant en périphérie. Garé de l'autre côté de la rue, j'ai vu Marc sortir, ouvrir la porte de sa voiture, et une femme en robe rouge descendre du siège passager. Ils sont entrés main dans la main, comme un couple officiel. Elle avait la trentaine, élégante, le genre de femme qui sait qu'on la regarde. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir pour comprendre, c'était elle, la destinataire de ces messages découverts sur son ordinateur. Mon cœur battait vite, mais je me suis forcée à respirer lentement. Pas de scène. Pas ce soir. J'ai sorti mon téléphone, pris plusieurs photos claires de leur entrée dans l'hôtel, puis de la voiture avec leur plaque d'immatriculation bien visible. C'était déjà un début de dossier. Le lendemain matin, Marc est revenu de Vannes avec un bouquet de fleurs et un grand sourire, me racontant qu'il avait signé un gros contrat. Je l'ai remercié, j'ai mis les fleurs dans un vase, et j'ai imprimé les photos sur mon imprimante personnelle, pour les glisser dans une pochette que j'ai rangée au fond de mon armoire. Le week-end suivant, il est parti tôt le samedi faire du sport avec un collègue. J'ai pris le train pour Rennes. Là-bas, une amie d'enfance travaille comme greffière. Nous avons pris un café ensemble, et je lui ai posé des questions précises sur les procédures, sur ce qui pouvait se passer en cas de découverte d'adultère avec preuve. Ces réponses ont confirmé ce que je pressentais, si j'avais un dossier solide, je pouvais non seulement me protéger, mais aussi inverser le rapport de force. En rentrant à Lorient ce soir-là, j'ai trouvé Marc installé dans le canapé, un verre de vin à la main. Il m'a accueilli d'un air faussement détendu, comme s'il voulait me sonder. Je lui ai parlé de course en ville et il n'a rien suspecté. Mais j'ai senti qu'il était nerveux, qu'il savait que le temps jouait contre lui. Plus les jours passaient, plus j'avais l'impression que la maison n'était plus qu'une scène de théâtre, lui jouant le mari occupé, moi jouant l'épouse confiante. Sauf que, derrière le rideau, chacun préparait sa propre pièce. Ce qui m'a frappé, c'est que même les enfants avaient remarqué des changements. Notre fille, Élodie, 17 ans, m'a demandé pourquoi son père rentrait si tard pour un travail qui finit normalement à 18 heures. J'ai répondu vaguement, mais j'ai vu dans ses yeux qu'elle ne croyait pas une seconde à ma version. Puis, un soir, alors que Marc était à la douche, j'ai entendu la vibration de son téléphone sur la table du salon. L'écran affichait un message, plus que quelques jours, mon cœur. Je t'attends avec impatience. Cette fois, le prénom apparaissait clairement, Sophie. J'ai pris une photo de l'écran. C'était la pièce manquante qui liait son mensonge, ses absences et ses projets de divorce. Et au moment où l'eau de la douche s'arrêtait, j'ai ressenti pour la première fois non plus de la douleur, mais une forme de calme glacé, je tenais enfin toutes les cartes. Je savais qu'à partir de là, tout allait s'accélérer. Le lundi suivant, il est revenu du travail avec cette démarche légère qu'il avait toujours après l'avoir vue, elle. Je pouvais maintenant lire dans ses gestes comme dans un livre, le sourire légèrement trop long, l'odeur de parfum qui ne m'appartenait pas, cette lueur coupable qu'il croyait masquer derrière un ton enjoué. Je ne disais rien. C'était ma plus grande force à ce moment-là, son ignorance de ma propre connaissance. Plus il me croyait aveugle, plus il se montrait imprudent. Le soir, après le dîner, il m'a annoncé qu'il partirait le vendredi suivant pour un séminaire à Nantes et ne rentrerait que le dimanche soir. Cette fois, j'ai senti que nous approchions du point de bascule. Un séminaire de 3 jours, juste au moment où il préparait ses papiers de divorce, signifiait probablement qu'il allait passer un week-end entier avec Sophie. Peut-être même finaliser avec elle le plan qu'il mijotait dans mon dos. Dès qu'il s'est endormi, j'ai fouillé dans son sac de travail. À l'intérieur, un dossier cartonné avec des documents imprimés, une ébauche de convention de divorce rédigée par un avocat de Lorient, datée et signée, de sa main. Mais il y avait plus, des notes manuscrites où il calculait la valeur de la maison, de nos comptes, et une phrase soulignée, obtenir la garde alternée au avantage fiscal plus contrôle des enfants. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas seulement une trahison sentimentale. C'était une opération calculée pour me dépouiller et m'arracher ce qui m'était le plus cher, mes enfants. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit de la famille. Ma décision était claire, je n'allais pas subir son plan,
j'allais le devancer. Mon avocat, Maître Dubreuil, m'a expliqué comment constituer un dossier béton, comment utiliser les preuves d'adultère et d'intention frauduleuse dans le cadre du divorce, et surtout comment protéger mes biens. À partir de ce jour, chaque geste était pensé comme une pièce sur un échiquier. J'ai ouvert un compte bancaire personnel, transféré une partie de mes économies, mis de côté certains documents importants, actes de propriété, relevés de compte, copies de nos assurances. Pendant ce temps, j'observais Marc préparer son fameux séminaire avec l'enthousiasme d'un adolescent. Il passait plus de temps à choisir ses chemises qu'à parler avec nos enfants. Élodie s'enfermait de plus en plus dans sa chambre, et Thomas, notre fils de 14 ans, devenait silencieux, comme s'il sentait que quelque chose se fissurait dans notre maison. Le vendredi matin, je l'ai regardé charger sa valise dans la voiture. Il m'a enracé sur la joue, lançant un dimanche soir trop enjoué. Je l'ai regardé partir, son dos tourné, et j'ai su que ce serait la dernière fois qu'il quitterait cette maison en pensant que tout lui appartenait encore. Car ce week-end-là, pendant qu'il savourait sa double vie, j'allais mettre en place la mienne. Une vie où il ne tiendrait plus jamais les rênes. Dès que sa voiture a disparu au coin de la rue, un silence étrange a envahi la maison. Ce n'était pas le silence apaisant des matins calmes, mais un vide chargé d'électricité, comme si les murs eux-mêmes savaient que quelque chose se préparait. J'ai fermé la porte à clé, pris mon sac et mes documents, et suis parti rejoindre mon avocat. Le cabinet de Maître Dubreuil se trouvait dans un immeuble ancien, à 2 pas du tribunal de Lorient. Derrière son bureau encombré de dossiers, il m'attendait, lunettes sur le nez et stylo à la main. « Vous avez apporté tout ce que je vous ai demandé ?» J'ai déposé sur la table une pochette cartonnée. À l'intérieur, les photos devant l'hôtel, les captures d'écran des messages, la copie des documents de divorce trouvés dans son sac, ainsi qu'un relevé bancaire montrant ses dépenses inexpliquées depuis plusieurs mois. Il a feuilleté, impassible, puis a relevé les yeux. « Madame, vous avez déjà la moitié de ce que nous aurions dû passer des semaines à obtenir. Ce dossier est solide. Avec ça, et si vous êtes prête à engager la procédure en premier, vous avez de grandes chances de renverser la situation. » Ces mots m'ont fait l'effet d'une encre dans la tempête, j'avais enfin une direction claire. Il m'a expliqué la stratégie, déposer une requête en divorce pour faute, demander la garde principale des enfants, et geler immédiatement certains avoirs communs pour éviter qu'ils ne vident les comptes. En France, ce genre de mesure nécessite des preuves concrètes et un juge convaincu, ce que nous pouvions obtenir rapidement avec le bon timing. En sortant du cabinet, la pluie tombait finement sur le port. Je me suis arrêté un instant, respirant profondément l'air salé. Il y a quelque chose de puissant dans le moment où la peur se transforme en action. L'après-midi, je suis allé à la banque. L'employé m'a reconnu, dans une petite ville comme Lorient, les visages sont familiers, et m'a aidé à ouvrir un compte individuel. J'y ai transféré la part de mes économies qui m'appartenaient en propre, provenant de mon héritage de mes parents. Tout était légal, mais discret. Le lendemain, pendant que Marc profitait sans doute du confort d'un hôtel avec Sophie, je suis passé à la maison de mes parents pour y déposer certains documents, copies de nos titres de propriété, livrets de famille, et les clés d'un petit coffre où je mettais désormais à l'abri tout ce qui pouvait disparaître en une nuit. Ma mère ne posait pas de questions, mais ses yeux inquiets disaient qu'elle devinait l'essentiel. Le dimanche, j'ai reçu un message d'Élodie qui était restée chez une amie pour réviser. « Maman, papa a mis des photos sur Facebook avec une équipe du séminaire, mais il y a cette femme à côté de lui, toujours la même. » Je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas mêler ma fille à mes plans. Mais cela confirmait que Marc ne se cachait même plus vraiment. Il est rentré ce dimanche soir, sourire large, bronzé par un soleil qu'il n'aurait pas trouvé dans une salle de séminaire. Sa valise sentait le parfum féminin et, en l'ouvrant pour ranger ses affaires, j'ai trouvé un reçu d'un restaurant gastronomique à La Baule, pour 2 personnes. Il m'a parlé d'ateliers intenses, de nouvelles perspectives professionnelles. Je l'écoutais, le visage calme, mais à l'intérieur, je cochais mentalement la dernière case de ma liste. J'avais tout ce qu'il fallait. Le lundi matin, pendant qu'il partait au travail, j'ai donné mon feu vert à Maître Dubreuil. Les papiers seraient déposés au tribunal dès le lendemain, avec une requête en mesure d'urgence pour protéger mes droits et ceux des enfants. La semaine s'est déroulée comme une pièce bien répétée. Marc ne se doutait de rien. Il préparait en douce son offensive, persuadé que je ne voyais à venir le coup. Mais moi, j'avais déjà déplacé toutes mes pièces sur l'échiquier. Le vendredi soir, il est rentré plus tôt que prévu. Les enfants étaient sortis,
et nous étions seuls. Il m'a annoncé qu'il souhaitait me parler de quelque chose d'important, et a sorti une grande enveloppe de son sac. C'était, sans surprise, ses papiers de divorce, soigneusement préparés par son avocat. Il a commencé un discours sur les chemins qui se séparent, le respect mutuel, et l'intérêt des enfants. Je l'ai laissé parler, les mains jointes, comme une spectatrice attentive. Lorsqu'il a terminé, je me suis levée, et pris un dossier posé sur le buffet, et le lui étendu. Marc, voici le mien. Il a ouvert, parcouru les premières pages, et son visage a changé. Les photos, les messages, les relevés bancaires, la requête en divorce pour faute, tout y était. C'est quoi, ça? La vérité. Et le juge la verra avant toi si nécessaire. Il a refermé le dossier, plus pâle que je ne l'avais jamais vu. Ce soir-là, il a dormi dans la chambre d'amis. Moi, j'ai dormi d'un sommeil étonnamment paisible. Car pour la première fois depuis des mois, je savais que c'était moi qui tenais les cartes. Et que la partie ne faisait que commencer. Le lundi matin, l'air semblait plus vif que d'ordinaire. J'ai accompagné les enfants au lycée et au collège comme si tout était normal, mais dans mon sac se trouvaient les copies des documents remis à Marc, prêtes pour le dépôt officiel au tribunal. Maître Dubreuil m'attendait à 9 heures précises, un sourire discret aux lèvres. Aujourd'hui, nous reprenons le contrôle, m'a-t-il dit en me serrant la main. Nous avons déposé la requête, photos et preuves à l'appui. Il savait qu'en France, un divorce pour faute, lorsqu'il est appuyé par des éléments aussi clairs, pouvait peser lourd sur la décision du juge concernant le partage des biens et la garde des enfants. De plus, notre demande de mesures urgentes pour protéger le domicile familial avait toutes les chances d'être acceptée. En sortant du tribunal, j'ai ressenti une étrange légèreté, comme si je venais de poser un fardeau que je portais depuis des mois. Mais cette sensation n'a pas duré, mon téléphone vibrait. C'était Marc. On doit parler, tout de suite. Je savais que la convocation qu'il avait reçue l'avait atteint de plein fouet. Nous nous sommes retrouvés le soir même, à la maison, dans le salon. Les enfants étaient chez mes parents pour éviter qu'ils n'entendent ce qui allait suivre. Marc se tenait debout, les mains crispées. « Tu as décidé de me déclarer la guerre ?» Je l'ai regardé calmement. « Je me défends. Ce que tu préparais, c'était une exécution silencieuse. J'ai juste avancé l'horloge. Tu crois que tu vas gagner ? Ce n'est pas une question de gagner, c'est une question de justice. » Il a voulu m'intimider, parler des avocats puissants et de juges influençables. Mais chaque menace semblait perdre de sa force face à mon calme. Plus il parlait, plus je voyais son assurance s'effriter. Les jours suivants, les premiers effets de ma procédure se sont fait sentir. La banque l'a contacté pour lui signaler la restriction sur nos comptes communs. L'huissier est venu notifier la protection du domicile familial, ce qui l'empêchait de vendre ou hypothéquer la maison sans mon accord. C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il n'était plus le seul à manœuvrer. Ses absences sont devenues plus courtes, ses appels discrets moins fréquents. Je savais qu'il essayait de calmer Sophie, de lui expliquer que les choses se compliquaient, mais j'avais déjà déplacé mes pions de manière irréversible. Un soir, Élodie est venue s'asseoir près de moi dans la cuisine. « Maman, qu'est-ce qui se passe ? Papa est nerveux, toi tu es silencieuse. On dirait que vous préparez chacun quelque chose. » Je l'ai regardé longtemps avant de répondre. « Ce qu'on prépare, c'est la suite. Et je veux que toi et ton frère soyez en sécurité, quoi qu'il arrive. » Elle a hoché la tête, sérieuse, comme si elle comprenait que certaines vérités ne peuvent pas encore être dites. À mesure que l'audience approchait, je sentais la tension monter chez Marc. Il évitait de croiser mon regard, parlait à peine aux enfants, comme si chaque mot pouvait se retourner contre lui. Moi, je continuais à travailler, à préparer les repas, à tenir la maison, mais chaque soir, je revoyais avec Maître Dubreuil les points de notre dossier. 3 jours avant l'audience, j'ai reçu un message inattendu sur mon téléphone. « Madame, je suis au courant de ce qui se passe. J'aimerais vous rencontrer. S. Sophie. » Mon cœur a battu plus fort, mais j'ai gardé mon sang-froid. Elle ne pouvait pas ignorer que son nom apparaissait dans mes preuves. Peut-être voulait-elle se protéger, ou se venger. Ce soir-là, en me couchant, je me suis dit que le jeu venait de changer d'échelle. Car si Sophie se retournait contre Marc, la partie pourrait se terminer bien plus vite que prévu. Le lendemain matin, j'ai relu le message de Sophie en buvant mon café. Son ton n'était ni menaçant ni suppliant. C'était sec,
comme une personne qui a décidé de faire face. Après quelques minutes d'hésitation, j'ai répondu simplement. Où et quand ? Elle a proposé un café discret, près de la gare, à l'heure du déjeuner. À midi pile, je suis entrée dans l'établissement. Elle était déjà là, assise dans un coin, lunettes de soleil sur le nez, une tasse devant elle. Elle s'est levée à mon arrivée, m'a tendu la main, et nous nous sommes assises. De près, elle semblait plus jeune que je ne l'imaginais, mais ses traits étaient tendus. « Merci d'être venue », a-t-elle commencé. « Je vais être directe, je ne savais pas que Marc vous préparait ça. » Je l'ai laissé parler, mes yeux fixés sur elle. Il m'a dit qu'il était malheureux depuis longtemps, que votre couple était fini, qu'il voulait juste refaire sa vie. Oui, je sais, c'est ce que disent tous les hommes mariés. Mais depuis quelques semaines, il parle moins de nous et plus de problèmes financiers, de dossiers qui se retournent contre lui. Je n'ai pas confirmé ni infirmé. J'ai simplement demandé. Et pourquoi vouloir me voir ? Parce que je ne veux pas être mêlée à ces histoires. Et j'ai découvert des choses qui pourraient vous intéresser. Elle a sorti de son sac une enveloppe, qu'elle a posée entre nous. Des copies de mail qu'il m'a envoyées. Il y parle de protéger ses avoirs, de déplacer l'argent sur des comptes non traçables et de laisser les enfants à leur mère pour éviter les conflits médiatiques. J'ai ouvert l'enveloppe, parcouru rapidement les impressions. C'était précis, daté, et l'adresse mail était bien la sienne. Des preuves supplémentaires, venues de l'intérieur même de sa liaison. Pourquoi me les donner ? Ai-je demandé. Parce que je ne veux pas finir comme vous. Et je crois que, de toute façon, il ne compte plus sur moi. Il a déjà commencé à s'éloigner. Nous avons parlé encore quelques minutes. Elle n'a pas cherché à s'excuser, mais il y avait dans ses yeux une lucidité presque douloureuse. Avant de partir, elle a dit : protégez-vous. Et protégez vos enfants. En rentrant, j'ai immédiatement appelé Maître Dubreuil. À la vue des documents, il a haussé les sourcils. C'est un cadeau du ciel, Claire. Avec ça, nous renforçons le volet financier de notre dossier. Et le juge verra qu'il agissait de manière préméditée, même sur le plan patrimonial. Les jours suivants ont été étrangement calmes. Marc semblait se méfier, comme s'il pressentait que quelque chose lui échappait. Il rentrait plus tôt, évitait ses déplacements, et parlait de prendre un peu de recul dans ses projets. Mais il était trop tard. L'audience approchait, et je me sentais prête. Mes nuits étaient encore agitées, mais le poids de l'incertitude avait disparu. Le matin de l'audience, l'Orient était noyé dans un crachin gris. J'ai traversé la place d'Armes d'un pas décidé, mon avocat à mes côtés. Dans la salle, Marc était déjà là, assis à côté de son avocat, les traits tirés. Il m'a jeté un regard bref, mélange de colère et d'inquiétude. Le juge a ouvert la séance, écouté chaque partie. Maître Dubreuil a exposé les faits, l'adultère, les dépenses personnelles avec l'argent du couple, les documents prouvant une volonté de dissimulation d'actifs, et la mise en danger de la stabilité familiale. Les photos, les messages, les mails remis par Sophie, tout a été présenté méthodiquement. L'avocat de Marc a tenté de minimiser, parlant des « amitiés proches » et de malentendus. Mais face aux dates, aux sommes et aux mots écrits noir sur blanc par Marc, les arguments semblaient se dissoudre dans l'air. À un moment, le juge lui a demandé directement : « Monsieur, avez-vous cherché à transférer des fonds sur des comptes extérieurs au couple ? » Marc a hésité, a bafouillé. Ce silence a été plus parlant que n'importe quelle réponse. L'audience a duré plus de 2 heures. À la fin, le juge a suspendu la séance, annonçant que les mesures provisoires seraient rendues publiques sous 10 jours. Mais en quittant la salle, j'ai vu dans le regard de Marc qu'il savait déjà que le vent avait tourné. Sur le parvis du tribunal, je me suis arrêtée un instant. L'air marin était froid, mais il portait en lui un goût de victoire, pas celle de l'humiliation, mais celle d'avoir résisté, d'avoir protégé ce qui compte vraiment. En rentrant chez moi, Élodie m'attendait dans la cuisine. Alors ? Je l'ai prise dans mes bras. On va bien, ma chérie. On va aller très bien. Et pour la première fois depuis longtemps, je le croyais vraiment. La semaine qui a suivi l'audience a eu un goût étrange, comme une accalmie après un orage, mais avec la certitude que d'autres éclairs pouvaient encore tomber. Chaque matin, j'ouvrais ma boîte mail avec une légère appréhension, m'attendant à voir arriver la décision du juge. Marc, de son côté, était devenu presque invisible.
Il passait ses soirées enfermé dans la chambre d'amis, sortait tôt le matin, rentrait tard. Les enfants le croisaient à peine. Élodie me confia un soir. Il ne me parle même plus. On dirait qu'il a honte. Je n'ai rien répondu, mais au fond, je savais que ce n'était pas seulement de la honte. C'était la peur. La peur de perdre ce qu'il croyait acquis depuis 20 ans. Le 9e jour, l'enveloppe tant attendue est arrivée, frappée du cachet du tribunal. Je l'ai ouverte avec maître Dubreuil à mes côtés. La décision était claire. Garde principale des enfants accordée à moi, avec droit de visite classique pour Marc. Protection du domicile familial maintenu. Accès limité au compte commun, sous contrôle judiciaire. Obligation pour Marc de verser une contribution aux charges familiales jusqu'au jugement définitif. En lisant ces lignes, j'ai senti mes épaules se relâcher. C'était une victoire provisoire, mais une victoire nette. Le soir, j'ai réuni Élodie et Thomas dans le salon. J'ai une bonne nouvelle. On va pouvoir rester ici, ensemble, et les choses seront plus calmes maintenant. Thomas m'a serré fort, Élodie a simplement souri, mais dans ses yeux, j'ai vu un mélange de soulagement et de maturité nouvelle. Marc est arrivé plus tard dans la soirée. Il a vu les visages détendus des enfants et a compris sans que je dise un mot. C'est donc toi qui as gagné cette manche, a-t-il lâché sèchement. Ce n'est pas un jeu, Marc. Ce sont nos vies. Il a voulu répliquer, puis a quitté la pièce. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Sophie. Je voulais juste vous dire, il m'a quitté. Ou plutôt, il a disparu. Plus de messages, plus de rendez-vous. Je crois qu'il vous en veut de m'avoir parlé. Sa voix était neutre, presque fatiguée. Prenez soin de vous, ai-je simplement répondu. La maison a commencé à retrouver un rythme. Les repas étaient plus sereins, les rires des enfants revenaient peu à peu. Mais je restais vigilante. Je savais que Marc n'allait pas accepter sa défaite sans tenter autre chose. Un samedi matin, alors que je préparais le petit déjeuner, j'ai vu par la fenêtre une voiture s'arrêter devant la maison. Marc en est sorti, vêtu plus élégamment que d'habitude. Il a sonné, un dossier à la main. Quand j'ai ouvert, il a affiché un sourire forcé. Je veux qu'on discute. Pas en ennemis, mais comme 2 adultes. Je l'ai laissé entrer, en gardant mes distances. Il s'est assis dans la cuisine, a posé le dossier sur la table. C'est une proposition de règlement amiable. On pourrait éviter un procès long et coûteux, pour tout le monde. J'ai feuilleté rapidement les pages. Ce qu'il appelait amiable n'était qu'une version allégée de son plan initial, moins de concessions que ce que le juge venait d'ordonner, et plus d'avantages pour lui. Non, Marc. Ce qui a été décidé est juste. Et je ne reviendrai pas en arrière. Il a serré les mâchoires, a récupéré son dossier, et est parti sans un mot. Je savais alors que la bataille n'était pas finie. Mais moi non plus, je n'avais pas dit mon dernier mot. Les semaines suivantes, l'atmosphère est devenue étrange, presque flottante. Marc respectait scrupuleusement les décisions du juge, mais je sentais que ce n'était pas par acceptation. Plutôt comme quelqu'un qui attend son heure. Il venait chercher les enfants un week-end sur 2, à l'heure exacte, et les ramenait sans un mot de plus que à bientôt. Élodie, elle, refusait toujours d'aller chez lui. Elle prétextait des devoirs, des révisions, ou simplement as envie. Le juge avait précisé qu'à 17 ans, elle était libre de décider, et Marc ne pouvait rien y faire. Thomas, en revanche, allait chez son père, mais revenait souvent avec un air fermé. Un soir, il a lâché. « Papa parle mal de toi, tu sais. » Je me suis penchée vers lui. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? » Que c'est pas vrai, mais ça me fatigue. J'ai posé ma main sur son épaule. « Alors n'écoute pas. Les vérités, tu les vis ici, pas dans les mots qu'on te balance. » Pendant ce temps, maître Dubreuil continuait de consolider notre dossier. Nous préparions l'audience finale, celle qui scellerait tout, le divorce, le partage des biens, les modalités définitives de garde. Les mets que Sophie m'avait donnés restaient une arme décisive. Un jeudi soir, en triant des papiers dans mon bureau, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous la porte. Pas de timbre, pas de nom. À l'intérieur, une simple feuille imprimée, des copies de relevés bancaires montrant un compte au Luxembourg au nom de Marc, ouvert 3 ans plus tôt. Des mouvements importants y figuraient, dont certains correspondaient aux dates où il m'avait dit faire des investissements communs.
J'ai tout de suite compris que ce n'était pas un hasard. Quelqu'un voulait que je voie ça. Était-ce Sophie encore, ou un ancien associé de Marc? Peu importait, c'était une preuve supplémentaire qu'il dissimulait des actifs. Le lendemain, j'ai tout remis à Maître Dubreuil. Ça, Claire, c'est le genre de découverte qui peut changer complètement l'issue sur le plan financier. Il a souri, presque amusé. S'il pensait jouer aux échecs, il vient de se mettre échec et mat tout seul. Marc, sans le savoir, se retrouvait acculé. Ces manœuvres n'étaient plus seulement des fautes morales, mais potentiellement des infractions pénales. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je sentais que la fin approchait. Ce soir-là, en préparant le dîner, j'ai entendu Élodie rire avec Thomas dans le salon. Un rire franc, léger. J'ai fermé les yeux quelques secondes pour graver ce son dans ma mémoire. C'était ça, ma vraie victoire, préserver cet espace où, malgré la tempête, mes enfants pouvaient encore rire ensemble. Je savais que bientôt, il faudrait affronter Marc une dernière fois, en pleine lumière, devant le juge. Mais cette fois, je n'y allais plus avec la peur au ventre. J'y allais avec la certitude que la vérité était de mon côté. Le jour de l'audience finale est arrivé avec un ciel bas, chargé de pluie, comme si l'Orient elle-même retenait son souffle. Je suis sorti tôt, un dossier serré contre moi, accompagné de Maître Dubreuil. Nous savions que cette fois, il n'y aurait plus de retour possible. Dans la salle d'audience, Marc était déjà là. Costume sombre, visage fermé. À ses côtés, son avocat feuilletait nerveusement des documents. Il a à peine levé les yeux quand je me suis assise. Le juge a ouvert la séance, rappelant l'objet, statué définitivement sur le divorce, le partage des biens et la garde des enfants. Maître Dubreuil a pris la parole en premier. Sa voix était posée, méthodique, presque chirurgicale. Il a rappelé la chronologie des faits, les preuves d'adultère, les dépenses injustifiées, les tentatives de dissimulation d'actifs, y compris le compte au Luxembourg, preuve à l'appui. L'avocat de Marc a tenté de contester, parlant de comptes professionnels et d'argent destiné à des projets d'entreprise. Mais le juge a insisté. « Monsieur, pourquoi ce compte n'apparaît-il dans aucune déclaration officielle ?» Marc a bafouillé, s'est emmêlé dans ses explications. Ce moment a scellé, je crois, son sort aux yeux du tribunal. Puis est venu le temps d'aborder la garde des enfants. Le rapport du médiateur familial était clair, stabilité, implication parentale, bien-être émotionnel. Tous les indicateurs penchaient vers moi. Élodie avait exprimé clairement son souhait de rester avec moi à plein temps. Thomas, lui, avait été plus réservé, mais avait souligné qu'il se sentait mieux à la maison. Quand le juge a rendu sa décision, tout est allé vite. Divorce prononcé au tort exclusif de Marc. Garde principale des 2 enfants accordée à moi, avec un droit de visite et d'hébergement pour Marc selon le calendrier habituel. Attribution définitive du domicile familial. Partage des biens fortement rééquilibrés en ma faveur, en raison des fautes et des dissimulations financières. Marc est resté immobile, le regard perdu, tandis que son avocat rangeait les papiers avec raideur. Moi, je sentais mon cœur battre fort, mais ce n'était pas de la joie, plutôt un mélange de soulagement et de fatigue extrême. À la sortie du tribunal, il m'a rattrapé sur les marches. « Tu m'as détruit, Claire. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Non, Marc. Je me suis sauvée. Et j'ai sauvé nos enfants. Le reste, c'est toi qui l'as fait. » Il n'a rien répondu. Il est parti sous la pluie, seul, comme un homme qui réalise trop tard que toutes ses issues sont fermées. En rentrant, Élodie et Thomas m'attendaient. Je leur ai annoncé que c'était terminé, que nous pouvions tourner la page. Élodie m'a serré si fort que j'ai eu du mal à respirer. Thomas a souri timidement, comme soulagé de voir que le combat avait enfin une fin. Ce soir-là, en posant la table, j'ai senti pour la première fois depuis longtemps que la maison respirait autrement. Les murs semblaient plus légers, l'air plus clair. Il restait encore à reconstruire, mais la tempête, elle, était passée. Les jours qui ont suivi le jugement ont eu un goût étrange, presque irréel. Pendant des mois, toute mon énergie avait été tournée vers la défense, la vigilance, la préparation. Et soudain, il n'y avait plus de bataille à livrer. Je me réveillais le matin avec la lumière douce de l'Orient filtrant par les volets, et la maison était silencieuse, paisible. Ce silence-là, je l'accueillais enfin comme un ami. Marc ne cherchait plus à m'appeler.
Il passait chercher Thomas au week-end convenu, parfois seul, parfois en retard, mais toujours bref dans ses paroles. Avec Élodie, le lien semblait définitivement rompu. Elle ne lui adressait que des messages polis, par obligation, et encore, rarement. Je ne me mêlais pas de cette relation. Chacun devait tracer son chemin, à son rythme. Petit à petit, j'ai commencé à me réapproprier ma vie. J'ai repeint la cuisine en blanc cassé, changé les rideaux du salon, trié les papiers accumulés pendant ces mois de procédure. Ces gestes simples avaient pour moi la valeur d'un acte de renaissance. Je remplaçais l'empreinte d'une histoire toxique par des marques de mon propre choix. Un après-midi, alors que je rangeais le grenier, je suis tombée sur une vieille boîte en carton. À l'intérieur, des photos de vacances, des lettres jaunies, et même un mot que Marc m'avait écrit il y a plus de 15 ans, à nous, pour toujours. Je l'ai lu sans amertume, comme on relit un chapitre d'un livre qu'on a fini depuis longtemps. Puis je l'ai reposé et refermé la boîte. Le passé resterait là-haut, avec la poussière et les souvenirs. Les enfants aussi semblaient retrouver un équilibre. Élodie s'investissait dans ses études, parlait de partir à Rennes pour l'université. Thomas, plus détendu, avait repris le sport et ramenait souvent ses amis à la maison. Leur rire emplissait les pièces, et je me surprenais à sourire en les entendant. C'était pour ça que j'avais tenu bon, pour qu'ils puissent continuer à grandir dans un espace où ils se sentaient en sécurité. Un soir d'automne, alors que nous dînions tous les trois, Thomas a posé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux. « Maman, je suis fière de toi. » Je crois que ces mots-là, plus que la victoire au tribunal, ont marqué la fin de cette histoire. Parce qu'il venait de lui, et que je savais qu'il avait compris. J'avais aussi recommencé à penser à moi. Pas à travers le prisme de l'ex-femme de Marc, mais en tant que Claire, 45 ans, avec ses forces, ses projets, ses envies. J'ai repris le vélo, commencé des cours de photographie, renoué avec des amis que j'avais négligés. Un matin, j'ai reçu une lettre, manuscrite. L'écriture de Marc. Je l'ai tenue quelques secondes, hésitant à l'ouvrir. Finalement, je l'ai lu. Il y parlait de regrets, d'erreurs, de la difficulté à se voir tel qu'il était devenu. Il me souhaitait d'être heureuse, même sans lui. Je l'ai plié, rangé dans un tiroir. Ce n'était pas une demande de pardon, ni un espoir de réconciliation. Juste une reconnaissance tardive. Et c'était suffisant. L'hiver est arrivé, avec ses vents salés et ses soirées plus longues. Mais dans cette maison, il y avait de la lumière, des voix, une chaleur que je croyais perdue. Parfois, en me promenant près du port, je repensais à la femme que j'étais au début de cette épreuve, épuisée, piégée, pleine de doutes. Aujourd'hui, je marchais la tête haute, non pas par orgueil, mais parce que j'avais survécu. J'ai compris que la véritable victoire n'était pas d'avoir gagné au tribunal, ni même d'avoir protégé mes biens. C'était d'avoir protégé mon intégrité, mon amour-propre, et l'enfance de mes enfants. C'était d'être parvenu à traverser la tempête sans me laisser transformer en quelqu'un d'aigri ou de brisé. Un soir, en rangeant la vaisselle, j'ai pensé à toutes celles et ceux qui vivent ce genre de trahison en silence. À cette douleur qui vous isole, qui vous fait douter de votre propre valeur. Si je pouvais leur dire quelque chose, ce serait ceci. Ne sous-estimez jamais votre force. Même dans les moments où tout semble perdu, vous portez en vous plus de courage que vous ne l'imaginez. Et un jour, vous vous réveillerez, le ciel sera clair, et vous saurez que vous avez traversé l'enfer pour bâtir quelque chose de neuf. Le silence, parfois, n'est pas une reddition. C'est une arme. Et la justice, même silencieuse, finit par trouver son chemin. Ce soir-là, j'ai éteint les lumières, fermé les volets, et me suis couché avec cette certitude, j'avais tourné la page. Pas pour oublier. Mais pour écrire la suite, à ma manière.